Aujourd'hui, le département de police de la Nouvelle-Orléans a arrêté Hilda Vasquez, la mère de Brian Vasquez, âgée de 12 ans, dans le cadre de l'enquête sur sa mort. Rebondissement inattendu dans l'affaire du disparu Brian Vasquez, 12 ans, à la Nouvelle-Orléans. Hilda Vasquez, sa mère, a été arrêtée et fait face à de graves accusations dans une affaire qui interroge la police et les services de protection de l'enfance. Nous allons analyser ce dernier développement avec un avocat de la défense pénale qui a un aperçu d'un détail troublant qui pourrait bouleverser cette affaire. Des allégations suggèrent que Vasquez a déjà été confronté à des abus. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Un développement majeur a marqué une affaire qui a captivé la Nouvelle-Orléans pendant des semaines. La mère d'un garçon de 12 ans, disparu le mois dernier, puis retrouvé mort dans un lagon, a été arrêtée et présentée devant un juge. Elle fait face à de graves accusations. Maintenant, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir au tout début de cette histoire. Cette histoire vraiment, vraiment triste. Tout a commencé le matin du 14 août 2025 lorsque Brian Vasquez, âgé de 12 ans, a disparu de chez lui. C'était dans le village de Delaest, quartier de la Nouvelle-Orléans. Il est important de préciser que Brian était non-verbal, neurodivergent et particulièrement vulnérable. Sa famille a déclaré qu'il avait été vu pour la dernière fois dans la chambre de sa sœur, mais plus tard dans la matinée, il avait disparu. Il a été vu pour la dernière fois sur la vidéo de la sonnette du voisin, portant seulement une couche et errant seul dehors, sans surveillance. S'en est suivi une éprouvante recherche de 12 jours où voisins, bénévoles et la Cajun Navy ont ratissé la zone avec drones sonars et aéroglisseurs. La police s'est aussi mobilisée tant l'affaire était importante. Je viens juste d'être à CrimeCon et je parlais à de nombreuses personnes de cette situation parce que s'est-il passé? On a constaté un écart de 5 heures entre le signalement de la disparition de Brian par sa mère et le début des recherches actives par la New Orleans Police Department. C'est l'allégation. Lors d'une conférence de presse, la commissaire Anne Kirkpatrick a reconnu le retard excessif et annoncé qu'une enquête des affaires internes serait ouverte pour comprendre ce qui s'était passé. Et puis, le 26 août, c'est là que tout a changé. C'est à ce moment-là que la pire nouvelle imaginable est arrivée. Les équipes de recherche ont retrouvé certains des restes de Brian dans un lagon non loin de chez lui. Quelques jours plus tard, le médecin légiste de la paroisse d'Orléans a conclu que Brian était décédé à la suite d'un traumatisme contondant causé par un alligator et par noyade. D'après Nouvelle-Orléans.com, des chasseurs ont posé des pièges à alligators dans le lagon. Le bureau du médecin légiste a indiqué qu'un alligator capturé, disséqué, contenait la partie supérieure de restes humains. Des tests acides désoxyribonucléiques confirmeront si les restes sont ceux de Brian. C'est horrible et terrifiant. L'enquête sur la façon dont nous en sommes arrivés là a pris un tournant très marqué vers l'intérieur, vers le propre foyer de Brian, car tout a commencé lorsque les autorités ont délivré un mandat de perquisition pour des téléphones portables qui, selon elles, appartenaient à la famille de Vasquez. Et cela s'est maintenant terminé par l'arrestation de la mère de Brian, Hilda Vasquez. Elle fait maintenant face à des accusations d'homicide involontaire et de cruauté envers des mineurs. La police dit qu'elle a fait plusieurs déclarations contradictoires révélées dans un mandat d'arrêt récent. Je vais tout expliquer, mais d'abord, j'invite un invité. J'invite l'avocat de la défense Eric Fatis à examiner cela avec moi. Eric, ravi de te voir. Allons-y. Quelle est la gravité de ces accusations ? Et aussi, en ce qui concerne la peine potentielle, évidemment, c'est sérieux. Mais à quel point est-ce grave en termes de peine possible? De quoi parle-t-on exactement ici? Bien sûr, Jesse. Chaque fois qu'il y a une accusation d'homicide, c'est la catégorie la plus grave d'infraction pénale. Donc, il s'agit d'allégations très graves ici. En ce qui concerne la peine potentielle, le Code de la Louisiane précise quelles pourraient être les sanctions. D'après ce que je comprends, cela peut aller jusqu'à 10 ans de prison en cas de condamnation pour ce type d'infraction. Quand on parle d'homicide involontaire, pour nos téléspectateurs, en quoi cela diffère-t-il, disons, d'un meurtre au second degré? Quelle différence avec l'homicide volontaire? Que doivent-ils prouver pour un homicide involontaire? Quelle est cette théorie? L'homicide involontaire par négligence diffère de la négligence lors d'un accident de voiture où vous emboutissez quelqu'un. L'homicide involontaire par négligence criminelle exige un écart flagrant par rapport à la norme de prudence qu'un parent raisonnable aurait adoptée dans des circonstances similaires. C'est une accusation moins grave que le meurtre au premier degré, qui implique de tuer intentionnellement, ou qu'une infraction moins grave comme tuer par imprudence. L'homicide involontaire par négligence criminelle se situe en dessous de cela. Et cette cruauté envers les mineurs, n'est-ce pas? Est-ce une accusation distincte?
C'est-à-dire, si on ne peut pas prouver l'homicide par négligence, au moins on peut essayer de la faire condamner pour ça. Oui, c'est une infraction moindre. Je pense qu'on peut dire qu'il faut effectivement moins de preuves pour le démontrer. Vous savez, ça parle de mauvais traitement ou de négligence criminelle qui entraîne des blessures corporelles graves. Ici, la victime présumée étant décédée, l'élément de blessure grave est rempli. Tout ce qui reste à déterminer, c'est s'il s'agissait de mauvais traitement ou de négligence criminelle pour cette accusation. Maintenant, ici, en aparté, on parle beaucoup des situations d'urgence, n'est-ce pas? On parle trop peu de la préparation nécessaire pour tout affronter avec confiance. Je veux dire, saviez-vous que les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les Américains plus âgés? Une personne sur 4 en fait l'expérience chaque année. Obtenir de l'aide rapidement peut tout changer. C'est pourquoi Medical Guardian intervient. Vous croyez connaître un dispositif d'alerte médicale? Détrompez-vous. Medical Guardian continue d'innover, les rendant plus élégants, plus faciles à utiliser et plus rapides que tout ce que vous avez pu voir auparavant. Il propose des dispositifs que vous pouvez porter à votre façon. Autour du cou, au poignet ou accrochés à votre ceinture. La protection s'intègre aisément à votre quotidien. Ces dispositifs utilisent la 4G LTE et le Wi-Fi partout, vous reliant instantanément à des opérateurs d'urgence américains joignables 24 heures sur 24 connaissant déjà votre identité, emplacement et contact à appeler. Ils peuvent alerter les secours et prévenir vos proches, qu'il s'agisse d'une chute, d'une allergie, d'un accident ou d'une urgence médicale. Avec la détection de chute, ils appellent les secours automatiquement si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton. Medical Guardian propose actuellement à nos téléspectateurs 75% de réduction sur ses modèles phares, le MG Mini et le MG Mini Lite, car être préparé n'est pas une question de peur. C'est vivre sa vie sans limite, savoir que l'aide est toujours à portée de main. Rendez-vous sur medicalguardian.com/latéral75. Utilisez le code barre latéral 75 ou DDS 75 pour obtenir 75% de réduction. Encore une fois, c'est une tragédie. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Pourquoi cela s'est-il produit? Mais lorsque le médecin légiste conclut que la mort de Brian implique à la fois un traumatisme contondant causé par un alligator et une noyade, du moins c'est ce que j'ai compris. Comment les procureurs vont-ils relier la négligence présumée ou la cruauté envers les enfants de la mère directement à la cause du décès? Est-ce ce qu'ils essaient de faire? Expliquez-moi cela. Est-ce que cela va être difficile? Oui, je sais. Donc, les procureurs doivent établir un lien de causalité entre les actions ou les omissions de la mère et, en fin de compte, la mort de Brian. Comment vont-ils faire? Ils parleront de la prétendue négligence criminelle, disant qu'elle était une mère négligente. Elle n'était pas attentive. Elle n'exerçait pas la bonne surveillance. Et cela a conduit Brian à quitter la maison. Maintenant, ils vont avoir du mal parce qu'il y a en quelque sorte un événement intervenant ici avec l'alligator et la défense va dire que c'est l'alligator qui a causé la mort, pas la mère. Mais je suppose que l'idée, c'est que si vous n'avez pas fait assez pour surveiller votre enfant et qu'il se fait renverser par une voiture, il lui arrive, vous voyez de quoi on parle ici. S'il tombe, vous en portez la responsabilité. Nous allons explorer cette question. Quelle est la limite légale entre ce qu'on pourrait qualifier de mauvais parentage et un crime? Donc, typiquement dans ce cas, vous savez, ils vont devoir prouver que les actions ou les omissions de la mère ont été un facteur important dans ce qui s'est passé. On parle de négligence ordinaire. Vous détournez les yeux de votre enfant un instant, il court dans une table et se blesse. Ici, il s'agit de négligence criminelle, bien plus grave qu'une simple négligence, car elle dévie fortement de la prudence attendue. Et c'est là que l'accusation va présenter ce prétendu schéma de négligence, ce prétendu schéma de conduite abusive qui a finalement abouti à cette horrible situation dont nous parlons aujourd'hui. La défense peut-elle exploiter l'idée d'une possible mauvaise gestion de l'affaire par les forces de l'ordre? La police n'a-t-elle pas eu environ 5 heures de retard pour répondre? La défense peut-elle exploiter cela? Oui, Jesse, je crois aussi. D'après ce que j'ai compris, l'enfant a été signalé disparu et la police n'a réagi qu'environ 5 heures plus tard. Mon Dieu, si l'intervention avait été plus rapide, ils auraient peut-être retrouvé ce garçon de 12 ans qui errait partout. Il y a eu des signalements à son sujet et il apparaît même à un moment donné sur une vidéo en train de se promener dans un quartier. On peut dire qu'il aurait pu être retrouvé et tout cela aurait pu être évité si la police avait réagi de manière plus rapide. La défense affirmera que la négligence présumée de la police a contribué au fait et que cela aurait pu être évité avec une autre réponse.
Je veux donc entrer dans les détails de ce mandat d'arrêt maintenant. Maintenant, selon ce mandat qui a été examiné par VBBL Télévision, Hilda Vasquez a fait une série de déclarations que les détectives ont qualifiées de contradictoires. Lors d'un appel au 911 vers 10h20, le 14 août, Vasquez aurait dit à l'opérateur « Je ne sais pas quand il s'est échappé, mais je viens juste de l'apprendre ». Donc, le mandat révèle que Hilda a déclaré avoir donné à Brian un somnifère à 20h le 13 août. Elle s'est réveillée vers 3h pour s'occuper du bébé, a trouvé Brian dans la cuisine et l'a ramené vers la chambre de sa sœur car il se réveille souvent la nuit. Elle aurait reconnu qu'à 7h50, elle a emmené son autre fils de 6 ans à l'école, sans vérifier l'état de Brian. Elle a dit « Je le surveille d'habitude, mais aujourd'hui, j'ignore quand il s'est échappé ». Les policiers ont constaté que la fenêtre était ouverte, Vasquez disant l'avoir remarqué seulement lors de l'appel au 911. Lorsque l'opératrice lui a demandé comment Brian était parti, Vasquez aurait répondu « Il ouvre simplement la porte et il s'en va ». Et à partir de là, selon WVUE, les enquêteurs affirment que Vasquez leur a parlé de 2 incidents distincts où Brian s'était enfui. Nous allons y revenir, mais d'abord, Brian, ses différences apparentes dans sa chronologie ou ses explications, est-ce de la confusion? Est-ce le stress de la situation? Est-ce un traumatisme? Ou est-ce la preuve d'un crime? Eh bien, cela dépend à qui vous posez la question. Bien sûr, le gouvernement, comme vous l'avez dit, présente cela comme des déclarations incohérentes qui pourraient entacher la crédibilité d'Hilda devant le jury. D'un autre côté, je veux dire, c'était un scénario très chaotique qui évoluait rapidement. Il me semble qu'Hilda voulait signaler la disparition de l'enfant. Son équipe va dire « et elle faisait de son mieux compte tenu des circonstances pour transmettre les informations qu'elle avait au fur et à mesure qu'elle les apprenait et qu'elle recevait de nouvelles informations ». Donc, je ne suis pas sûr que ces déclarations posent vraiment problème à la défense. Elle a fait de son mieux. Est-ce que cela montre un manque évident de supervision? Si on prend ces déclarations, d'accord, elle regarde Brian, vérifie Brian à 3h du matin, puis elle part emmener un autre enfant à l'école sans le vérifier à nouveau. Est-ce un crime, de la négligence ou un homicide par négligence criminelle? Ah, tu sais, c'est comme ça. C'est pourquoi on a des procès avec jury, Jesse. Ce sera au jury de trancher. Et je pense que ce n'est pas facile ici. Tu sais, on parle de ce qu'un parent raisonnable ferait dans ces circonstances ou dans des circonstances similaires. Il faut garder à l'esprit que Brian l'enfant ne parlait pas. Il était apparemment sur le spectre de l'autisme. Donc, c'était un enfant avec des besoins particuliers. Que ferait un parent raisonnable d'un enfant ayant des besoins particuliers? Le jury devra décider si le comportement d'Hilda était un écart flagrant. Comme je l'ai dit, c'est une décision difficile. Les enquêteurs rapportent qu'elle a dit que Brian s'était déjà enfui. Quel est l'impact sur l'analyse? Donc, cela va concerner l'état d'esprit de Hilda au moment où tout cela s'est produit. Vous savez, le gouvernement va soutenir. Et regardez, ce n'était pas un cas isolé où Brian est sorti à l'insu de sa mère pour la première fois. Apparemment, cela s'était produit 2 fois. Et selon les allégations, cela s'est produit très peu de temps avant que Brian ne parte définitivement et ne meure. Et donc, l'accusation va dire « Et c'est une grave déviation de la norme de soins ». Elle aurait dû savoir que cet enfant avait tendance à partir et à sortir sans surveillance. Et elle n'a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher que du mal n'arrive à cet enfant, sachant qu'il avait une prédilection pour faire cela. On évoque la prévisibilité en négligence dans la loi, n'est-ce pas? Tu aurais dû savoir, tu aurais dû prévoir les conséquences, tu aurais dû prévoir le danger. En gardant la fenêtre, si elle était ouverte, quand as-tu remarqué qu'elle était ouverte? Avait-elle le devoir de garder la fenêtre verrouillée? Je veux dire, était-il prévisible qu'il aurait pu partir par là? Tu sais, je pense qu'il était prévisible qu'il aurait pu sortir par la fenêtre. La question de son obligation légale de la garder verrouillée est différente. Il n'existe pas de loi qui oblige à verrouiller toutes les fenêtres si ton enfant sort une fois de la maison. Cependant, le jury pourrait en tenir compte pour décider quelles mesures raisonnables cette mère aurait-elle pu prendre pour tenter d'empêcher cela, sachant ce qu'elle savait du comportement de son enfant. Elle aurait pu mettre des verrous sur ses fenêtres, mais ne l'a pas fait. Voilà où nous en sommes. Revenons à cela. Donc, selon un reportage de Bevito VUE, qui a examiné le mandat d'arrêt dans cette affaire, Hilda Vasquez a déclaré à la police qu'à son ancien domicile, le 1er août, les agents avaient retrouvé Brian nu, en train de boire de l'eau d'un fossé de drainage.
3 jours après, elle a affirmé qu'un voisin l'avait retrouvée errante et raccompagnée. La police affirme que ce second incident n'a pas été signalé. Après la découverte du corps de Brian, les détectives ont enquêté sur la direction centrale de la police judiciaire. Non, le département des services à l'enfance et à la famille a trouvé des faits encore plus troublants dans leur dossier. Les documents judiciaires montrent qu'à 3 mois, Brian a été hospitalisé pour un crâne fracturé, un œdème cérébral, des jambes cassées, des hémorragies rétiniennes et des poumons perforés, des blessures décrites comme non accidentelles. À ce moment-là, Vasquez a effectivement été arrêtée, reconnue coupable de cruauté envers des mineurs, puis elle a ensuite plaidé coupable à une accusation moindre. D'autres signalements ont eu lieu au fil des ans. En 2022, la direction centrale de la police judiciaire a enquêté après que Vasquez aurait laissé Brian et ses frères sans surveillance. Le rapport a aussi relevé des égratignures sur le corps de Brian. Les détectives ont noté dans le mandat que l'enquête révélait des signes confirmés de négligence criminelle envers un enfant. En raison du manque de surveillance de Vasquez, Brian a été grièvement blessé après avoir quitté la résidence et pénétré dans l'eau. Eric, quel impact cela a-t-il sur son affaire ? Vous savez, l'accusation évoquera sûrement un prétendu schéma de négligence et de manque de surveillance. Au fait, est-ce que cela sera accepté ? Un juge permettrait-il que cela soit présenté ? Oui, c'est une question importante, j'essaie, car l'incident survenu quand l'enfant avait 3 mois remonte à longtemps. C'était il y a environ 12 ans, je pense qu'un juge va dire « et c'est trop incendiaire, c'est trop préjudiciable » et ce n'est pas assez lié à ce qui s'est passé. Cependant, l'incident de 2022, je pense que c'est un problème pour la défense parce que cela montre que lorsqu'elle manque de surveillance envers cet enfant, il sort et se blesse. Et c'est exactement la situation qui s'est produite en 2025, ce qui a finalement conduit à la mort de cet enfant. Oui, et c'est bien ça, n'est-ce pas ? Si cela est autorisé, cela ne rend-il pas incroyablement difficile pour un avocat de la défense de soutenir qu'il s'agissait simplement d'un accident totalement tragique et imprévu ? Elle n'y a joué aucun rôle, absolument aucun. Si le juge autorise cela, c'est certain que oui. Vous savez, moi, je pense qu'un argument que la défense pourrait avancer, c'est que, être parent, c'est difficile et élever un enfant avec des besoins particuliers, c'est encore plus difficile. Et chaque parent a probablement déjà laissé son enfant sans surveillance pendant un certain temps au cours de sa vie et cet enfant a eu une blessure, qu'elle soit mineure ou non. Et donc, vous savez, est-ce que ce manque d'attention temporaire envers cet enfant constitue vraiment une déviation grave ? Cela peut être de la négligence, mais s'agit-il de négligence criminelle, soit un écart grave du comportement d'un parent raisonnable? C'est le cœur du problème et dépendra en partie de la perception du jury d'un parent raisonnable. quel rôle le direction centrale de la police judiciaire joue-t-il dans une enquête criminelle ou une poursuite comme celle-ci ? Je ne cherche pas à jeter la pierre, mais s'il est déterminé qu'il y a eu un manquement du système de protection de l'enfance à intervenir plus tôt, s'ils connaissaient les risques et n'ont pas fait plus. Et je sais qu'ils sont limités. Nous parlons tout le temps de ce qu'ils sont autorisés à faire. Et nous savons qu'il y a toujours un objectif de maintenir l'unité familiale. Mais comment est-ce que cela pourrait être quelque chose avec lequel la défense pourrait travailler ? Je ne suis pas certain de l'utilité pour la défense, car comment présenterait-on l'argument ? Est-ce que ce serait quelque chose comme les services de protection de l'enfance n'ont pas suffisamment protégé cet enfant contre cette mère terriblement négligente qui, en fin de compte, manquait de supervision? Et ce qui entraîne le... L'enfant se blesse à nouveau? Je suppose que l'argument serait que c'était vraiment une série d'événements malheureux, mais clairement, il ne pensait pas qu'un crime était commis, n'est-ce pas ? Ou il ne pensait pas que cela atteignait le niveau où l'enfant devait être retiré. C'était juste une mère dépassée. Je ne sais pas. Bien sûr, c'est un point valable. Et je pense que la défense peut présenter cela comme « Regardez, s'il y avait vraiment un schéma sérieux de négligence qui mettait cet enfant en danger, pourquoi l'agence responsable de cette décision aurait-elle rendu l'enfant ?» La raison pour laquelle ils ont rendu l'enfant, c'est parce qu'ils n'ont rien observé de particulièrement alarmant, aucune déviation flagrante d'une norme de soins d'un parent raisonnable. Ils ne l'ont pas vu. Et ces experts censés protéger les enfants l'ont rendu pensant qu'il était en sécurité. D'ailleurs, je ne la défends en aucune façon. J'essaie simplement de présenter quelques arguments juridiques et d'essayer de comprendre quelle direction ils vont prendre. Le 7 septembre, la New Orleans Police Department a annoncé en conférence de presse l'arrestation de Vasquez placé au Orleans Justice Center. Regardez. Aujourd'hui, la police de la Nouvelle-Orléans a arrêté Hilda Vasquez, la mère de Brian Vasquez, âgée de 12 ans, dans le cadre de son enquête sur sa mort.
Madame Vasquez a été placée en garde à vue aujourd'hui, dimanche 7 septembre, et a été inculpée de cruauté envers un mineur au second degré et d'homicide involontaire. C'était une affaire émotionnelle et vraiment traumatisante, non seulement pour la communauté et la famille, mais aussi pour nos propres agents et tous les policiers qui étaient présents. Ce n'était facile pour personne. Et encore une fois, nous aurions souhaité que l'issue soit différente, mais ce n'est pas le cas. Cependant, nous devons poursuivre et rechercher la justice pour Brian. C'est important à noter. Les responsables du département ont qualifié ces actions non d'erreurs isolées, mais de partie d'un schéma prolongé. Tout cela s'inscrit dans un schéma de comportement de la mère. Et ce n'est pas la première fois que Brian est victime d'un traumatisme ou de quelque chose que nous considérons comme de la négligence. Donc tout cela fait partie d'un schéma, et tout cela est établi dans le mandat. Un schéma de négligence et de maltraitance a marqué les 12 années de Brian. Et donc, nous pensons pouvoir prouver que ce schéma de négligence et de maltraitance a conduit à une blessure grave ou à une douleur et une souffrance indue de sa part. Ils ont également parlé du direction centrale de la police judiciaire, de leur implication et de la question de savoir si Brian avait déjà été retiré de la garde de sa mère. Nous savons que lorsque Mademoiselle Vasquez a été arrêtée et condamnée pour avoir maltraité Brian, il avait 3 mois. Elle lui a causé une fracture du crâne, des jambes cassées et un poumon effondré. À ce moment-là, il a été retiré du foyer. Plus tard, la direction centrale de la police judiciaire l'a renvoyé chez lui, et c'est évidemment une partie des informations avec lesquelles nous travaillons avec nos partenaires du direction centrale du renseignement intérieur, mais cela fait partie de l'arrière-plan. C'est dans notre mandat de perquisition. Je suis désolé, notre mandat d'arrêt mentionne qu'elle avait cette condamnation antérieure, et il y a eu une période où il a été retiré du domicile. Les journalistes ont interrogé la police sur le passé de la famille, et la police a confirmé qu'après que Vasquez ait été condamné pour maltraitance alors que Brian était un nourrisson, il avait effectivement été retiré de sa garde, mais qu'il a ensuite été rendu à Vasquez par le direction centrale de la police judiciaire. Interrogés sur la raison, les responsables ont renvoyé à l'agence, précisant que ces dossiers relèvent bien de l'affaire au tribunal. Maintenant, Vasquez est brièvement apparue devant le tribunal pénal de district le 8 septembre. Elle devait être mise en accusation, mais cette partie de l'audience a été reportée afin qu'elle puisse effectivement obtenir un avocat. En attendant, le juge a imposé des ordonnances de protection très strictes. Aucun contact avec ses enfants, même pas un appel téléphonique. Si elle paie la caution, elle doit rester à 180 mètres d'eux et suivre un programme contre la violence domestique avant fin décembre. Eric, commençons justement par là. Ces conditions, ces ordonnances de protection très strictes, sont-elles courantes dans ce genre d'affaires ? Oui, je pense qu'elles sont courantes et certainement strictes, mais on peut dire qu'elles sont justes. Le tribunal doit protéger les autres enfants. Ils doivent aussi s'assurer qu'il n'y ait aucune forme de subornation de témoins, que la mère ne puisse pas communiquer avec les enfants et essayer de créer un récit qui serait faux. Donc, ils essaient de se protéger contre cela. Ils essaient aussi de s'assurer que si cette mère échoue, elle ait au moins quelques outils, quelques ressources qui lui permettront de garder les enfants en sécurité pendant la durée de cette affaire. Donc, je pense que ces conditions sont vraiment importantes. Cette déclaration concernant l'explication de l'historique et la façon dont l'enfant a été retiré, puis ramené, a discuté avec l'agence des raisons qui ont motivé cela. Cela fera partie de l'affaire devant le tribunal. Qu'as-tu retenu de cela ? Tu sais, je pense que dans ces affaires d'enfants, beaucoup d'éléments entrent en jeu. Tu as l'aspect policier, tu as les services de protection de l'enfance et tu as les tribunaux et tout le reste. Donc, je pense que cela pourrait faire référence à l'existence de dossiers sur les services de protection de l'enfance. Des documents existent sur les incidents et mesures correctives concernant les déclarations de la mère. Et toutes ces choses pourraient entrer en compte dans ce qui s'est passé dans cette affaire précise et être utilisées contre le prévenu à un moment donné. Bien que je parie que la défense déposera des requêtes pour tenter d'exclure les informations des services de protection de l'enfance ou de les limiter considérablement. Eric Fadis, c'est une affaire vraiment triste. Vous savez, quelques semaines après la disparition de Brian qui a bouleversé cette ville, sa mère est maintenant accusée de ces crimes vraiment odieux. Elle doit retourner au tribunal le 12 septembre pour confirmer sa représentation légale. Une audience sur la caution aura lieu le 5 septembre. Merci Eric Fadis d'avoir pris le temps, j'apprécie. Nous verrons la suite. C'est un plaisir d'être avec vous.
C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram et X. Je suis GC Weber. À bientôt.